suis Valérie Michelin et je suis agent artistique après avoir été pendant de longues années une femme de label. Voilà, si je me présente aujourd'hui, c'est ça. Bonjour Valérie, moi je suis super contente de t'accueillir dans l'Art déconfiné aujourd'hui. Moi aussi. Alors, tu fais clairement partie des noms et des prénoms les plus connus et reconnus du métier. Je ne connais personne qui m'ait une fois dit une méchanceté sur toi. Alors, Ah, raconte. c'est pas bon signe ça normalement parce que je dois en avoir des ennemis, c'est normal dans la vie. On n'est pas toujours d'accord. Alors là, je peux te dire que je n'ai entendu que des gentillesses et à chaque fois qu'on parle de toi, c'est ton grand sourire. Alors, raconte-moi un peu comment tout ça a commencé, pourquoi et comment la musique. Alors, je vais te parler rapidement de mon parcours. Peut-être que c'est ça par là qu'on va commencer. À la base, moi, j'ai fait des études. Je travaillais très bien. J'ai toujours aimé les études et j'étais passionnée de danse classique. Et mon but, en fait, était d'être danseuse classique, ce que j'ai absolument pas réussi. Mais grâce à ça, grâce à cet art-là en parallèle, j'ai eu vraiment une double lecture de la musique, c'est-à-dire quand je signe un artiste ou que j'écoute une chanson, j'ai autant ma tête qui va répondre à ce que je peux en faire que mon corps. Et ça m'a énormément apporté dans mon métier. Donc du coup, comme j'ai raté la danse classique, je me suis dit, t'es bonne dans les études, continue. Donc j'ai fait une école de commerce, Subdeco Rouen. Puis je me suis spécialisée avec un master, un DESS pardon, à Dauphine de gestion des entreprises culturelles. Et mon but était toujours d'aller gérer une troupe de danse, en fait. Et j'avais un stage chez Galota à Grenoble, où j'étais prise, en fait, en sortant. Mais la danse est un métier encore plus petit et plus difficile économiquement que la musique. Et comme moi, mes parents ne pouvaient pas du tout m'aider pour que je vive, je n'ai pas eu de choix que de me dire ta première passion, c'est la danse, mais tu ne peux pas manger. Même, voilà, un stage pas rémunéré, tout ça, je ne pouvais pas subir à mes besoins. Je vais aller dans une major. Moi, tout ce que j'écoutais en musique, c'était que de l'indé. C'était Nick Cave, c'était Mute Records, c'était du rock, enfin vraiment, j'aime les Joy Division, voilà, tous ces artistes-là, j'en étais fan. Mais je me suis dit qu'avec mon école de commerce, j'allais aller faire mes armes dans une major. Et qu'au bout de 2 ans, j'irais chez Mute Records. C'était ça mon idée, en fait, de retourner sur le marché de ma passion du rock, en fait, à la base. Donc, je suis rentrée en 89, je crois, donc oui, 89, chez Columbia comme chef de projet, après avoir passé 7 entretiens d'études grapho. Enfin, c'était très, très dur pour rentrer déjà à l'époque. Et j'ai donc démarré en chef de projet avec un roster assez incroyable, puisque j'avais Leonard Cohen, Thierry Hazard, j'avais Soldat Louis, j'avais Bruce Springsteen, Midnight Oil. Et donc, à l'époque, tu sais, tu avais les rosters qui étaient mélangés. Je faisais du français et de l'international. Et puis cette année-là, dès mon arrivée, j'ai donc récupéré Céline Dion, puisqu'Epic ne voulait pas sortir l'album Unison parce qu'il la trouvait moche, ringarde, etc. Et donc, depuis ce jour-là, Céline est chez Columbia en France, quand dans le monde entier, elle est chez Epic. Donc, elle est restée, bon, on est restés ensemble à travailler, on a fêté nos 30 ans l'année dernière. Et voilà. Donc après, je suis montée donc directrice marketing. J'ai fait directrice internationale pendant de nombreuses années et je vais te dire vraiment que c'est là que j'ai appris mon métier parce que les Américains, pour le coup, ont une vision et les managements américains avec qui j'ai travaillé ont la vision pour leurs artistes, ce qui n'était pas tellement le cas en France avec les Français et j'en souffrais. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'ambition des managers français ou de vision à 2 ans ou et du coup, après, je suis devenue directrice du label. Je suis donc restée DG pendant plusieurs années. J'étais la seule femme dans le métier à avoir ce poste, je le précise. Et mon label, on l'appelait le label des Amazones, puisque j'avais 80% de femmes, que toutes ont fait des enfants et que tout s'est extrêmement bien passé. C'était le premier label de France qui faisait le plus gros profit. Donc, comme quoi, embaucher des femmes, on est d'accord? Voilà, il faut arrêter de croire que… Bon, ensuite, BMG a racheté Sony, donc j'ai été licenciée, puisque j'étais Sony, moi, licenciée très durement, du jour au lendemain, après 20 ans. Bon, c'est comme ça arrive à beaucoup de gens, je n'ai pas de rancœur ni de remords. Et du coup, j'avais une proposition pour reprendre un label, mais, et ça c'est le plus beau cadeau de mes artistes, je dois le dire aujourd'hui, mes artistes m'ont tous appelé en me disant, nous on continue avec toi.
Donc, ce que tu as fait pour nous avant, on veut continuer sur la même façon de faire. Et du coup, ça a été un non-choix. C'est-à-dire que je suis partie emballée par eux et j'ai recommencé donc ma petite boîte. Donc, alors, ma petite société aujourd'hui, nous sommes 3. Je suis donc associée avec Sabine Feutrel, avec laquelle je travaille depuis 25 ans. Et on a une assistante. Donc, petite structure, roster d'une vingtaine d'artistes. Donc, c'est quand même beaucoup par rapport au nombre de gens qu'on est. Et puis, je travaille vraiment, moi, à l'américaine dans ma façon de travailler, c'est-à-dire je découvre le nouveau talent, je fais la création artistique pour lui mettre avec les meilleures choses autour de lui. S'il écrit, je vais le pousser à travailler d'autres thèmes, des compositeurs. Donc, je livre le master au label, je fais le plan de lancement, je suis toujours en média comme avant pour défendre mes artistes, comme quand j'étais chez Columbia. Stratégie de sortie, le prix du disque, tout. En fait, on passe de A à Z, tout en revue. Marketing, promo, quelle tournée, quelle date, quel événement, tout ça, c'est nous qui réfléchissons avec notre artiste à ce genre de choses. Et ce que j'ai vraiment ramené maintenant depuis 11 ans que je suis indépendante, parce que je me suis battue longtemps là-dessus, c'est les marques. Quand j'ai commencé indépendante il y a 11 ans, j'avais fait un super beau papier cartonné avec tous mes artistes de l'époque. J'avais encore Destiny Child, j'avais Julio Iglesias, Ricky Martin, Céline Dion. Et j'ai envoyé aux agences et aux marques mon roster. Il n'y en a pas un qui m'a rappelé, j'ai essayé d'appeler, voilà, donc rien du tout, et c'est un petit métier comme le nôtre. Et puis un jour, ils ont eu une défaillance sur un show privé. Et j'ai mis un de mes artistes, et ça s'est tellement bien passé qu'au fur et à mesure, les agences se sont parlé. Et maintenant, je reçois plus les appels que je démarche. Donc ça, c'est formidable. Et mon plus beau deal ever, je n'en ferai pas de plus beau, c'est bien sûr que j'ai amené L'Oréal, Monde et Géry à Céline. J'ai dealé le contrat avec les Américains pendant des nuits. Et voilà, et donc on a un contrat sur 3 ans avec des spots qu'on tourne tous les ans et c'est formidable. Mais j'ai amené Lancôme à Jonathan. On a fait aussi L'Oréal avec Lola Dubini. J'ai un beatboxer que je vends en marque partout, MD14, on fait McDo, on fait Kinder, on fait... Et ça, c'est un vrai métier qui peut garder l'artistique de l'artiste, mais attention, c'est quand même pas la même chose. Tu vas pas faire ton concert, pas ta promo quand tu fais ce genre de choses. C'est un très gros complément de revenus, ça c'est important pour les artistes. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mon chiffre d'affaires est à 50% marque, quand même le savoir. En 11 ans, j'ai réussi du coup à passer toutes les crises, puisqu'on est depuis 20 ans en crise dans ce métier. Les crises du digital, tout ça, le rap, l'urbain qui monopolise tout, voilà. Moi, je pense que j'ai un petit sentier qui est propre à ce que j'aime faire, avec des artistes de talent très différents. J'aime la world music, j'aime la voix, j'aime la pop, j'aime l'urbain. J'écoute tout ce qui sort en urbain, je suis au courant de tout, je vois les timings, les stratégies. Donc voilà, moi je suis très éclectique dans mes goûts, mais ça tu me connais depuis longtemps. Et j'ai conservé ça dans ma petite agence. Alors, tu parlais, en premier lieu, tu parlais de chef de projet. Alors, c'est quoi un chef de projet, Valérie? Un chef de projet, c'est quelqu'un qui est au centre, au cœur de tout. C'est le lien à l'artiste, normalement. C'est-à-dire que le chef de projet doit être au milieu de ce qui se passe en promo et pousser les gens de promo pour dire il me faut telle télé. Au cœur du commercial, la mise en place, c'est telle date, le prix doit être tant, à moins de 15 € en magasin, tout ça. Ça, c'est un chef de projet. Donc, marketing et le marketing. On va puber sur France Bleu, on va puber en télé, on va. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment celui qui réunit tous les éléments hors artistique d'un lancement. Mais comme chez Danone, pour lancer un yaourt, en fait, la vraie différence étant que tu as toujours les 4 P, hein, le prix, le produit, le placement, tout ça, ça existe partout. La vraie différence étant qu'on travaille avec des créateurs, des artistes, et que ça rajoute du coup pas mal d'irrationnel, moi ce que j'adore, et puis pas mal de folie. Donc il faut beaucoup plus de psychologie, je pense. Il faut être construite soi-même pour travailler avec des artistes. Ça, c'est sûr. Ça, c'est peut-être mon bilan personnel de toutes ces années. C'est construis-toi toi-même au maximum avant de te lancer dans des métiers aussi sensibles avec des gens justement qui sont sensibles. Le management d'artistes, c'est quoi? C'est encore autre chose? Manager un artiste, est-ce qu'on s'implique différemment qu'un chef de projet, par exemple?
Alors, bon, moi, j'ai toujours été très proche de mes artistes, donc c'est vrai que je ne mélangeais pas le personnel. Ce ne sont pas mes amis. Encore maintenant, ce ne sont pas mes amis, même si certains, je dois te dire, sont mes amis. C'est après 20 ans, 22 ans, tu connais tout de toi. Tu as évolué ensemble, tu as grandi ensemble. Donc, mais moi, la façon dont je suis agent, je pense que c'est assez atypique, c'est d'ailleurs assez américain, c'est que je regroupe les savoir-faire d'un label et je suis en média. Donc, les labels me voient comme une force, ce qui est important. Hein. Moi, je suis toujours avec le label. Je ne suis pas dans les procès, les machins, tous ceux qui se plaignent. Non, 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 c'est pour faire le mieux possible pour l'artiste. Donc, moi, j'aide les labels. Je vais en média pour eux souvent parce que parfois, j'impacte plus. On se répartit les rendez-vous. Un manager, normalement, n'est pas en média. Je vois très peu de managers en média. Voilà. Moi, je fais tout l'artistique. Pareil, il y a certains managers qui ne font pas l'artistique, tu vois. D'autres managers qui ne suivent pas un plan de lancement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc, voilà, je pense que c'est grâce à toute mon expérience que je peux apporter un service de A à Z, en fait, aux artistes que je choisis et qui me choisissent. Parce que ça, c'est très important. Il faut être libre. Je l'ai toujours été. Moi, je suis une femme libre dans les choix et réciproque. Quand je rentre un nouvel artiste, c'est à chaque fois comme ça, c'est ensemble, on a envie, tu vois, c'est naturel, on ne se connaît pas, on va passer 3 heures ensemble, on se dit, ouais, c'est sûr que ça marche, quoi. Après, j'ai des valeurs qui sont importantes, qui sont des valeurs de famille. J'ai été très bien élevée, je remercie encore mes parents, qui sont des gens très simples, de la campagne. Donc moi, je suis tout sauf parisienne. Je ne fais jamais de musique pour les Parisiens. J'ai toujours fait mes projets en pensant au grand public et aux gens qui vivent en France. 70% de la France est rurale aujourd'hui et moi je déteste cette mentalité parisienne de on sait tout plus que tout le monde, ça je déteste ça. Donc moi j'ai aussi une très bonne éducation. Les artistes avec lesquels je travaille ont mes valeurs. C'est comme ça. Voilà. Si un artiste n'a pas l'élégance de dire bonjour, au revoir, bon, ben moi je ne travaille pas avec ces gens-là. Alors, autant te dire que j'ai fait 20 ans d'international, j'en ai eu. Hein, Justement, quels sont les artistes qui t'ont suivi dans ta carrière, les artistes avec qui tu travailles depuis le plus longtemps Alors bon, Céline, c'est Céline depuis 30 ans. Dany Briand depuis 22 ans. Natacha Saint-Pierre, ben, je l'ai signée, elle n'était pas majeure. Nat, ça fait 22 ans. Idir, notre chouchou Idir, qui malheureusement est décédé, 22 ans. Julio Iglesias, 20 ans. Et ensuite, on ne travaille plus ensemble aujourd'hui parce que Julio ne veut plus faire d'album. Hein, c'est juste pour ça, mais on est en contact encore régulièrement. Ariel Dombal, 20 ans. Écoute, mon roster aujourd'hui, c'est la moitié de mes anciens et ceux avec qui j'ai appris beaucoup de choses, et la moitié vraiment de nouveaux. Mais quand je m'engage aussi sur un nouveau, moi je m'engage dans le temps. Je crois encore aux carrières. Je ne veux pas faire de coups single. Donc je veux vraiment des talents qui vont m'aider sur ce métier tellement difficile. Tu vois, mettre quelqu'un tout à coup au théâtre ou au cinéma, où ça aide aujourd'hui dans la musique. Ça aussi, je décline énormément les talents de mes artistes. Voilà. Donc je pars d'eux toujours, de ce qu'ils peuvent donner, de ce qu'ils sont capables de faire, de leurs multiples compétences, pas juste savoir écrire une chanson, chanter, danser, tout ça. Il en faut. Aux États-Unis, il faut des multiples compétences depuis toujours, et moi je cherche des artistes comme ça. Et je les trouve, et je les ai, et je fais de la pop, et je fais de la chanson. Je ne fais pas de rap, sauf dans les marques où je représente des rappeurs, mais je ne fais pas de rap parce que je ne suis sûrement pas la meilleure aujourd'hui sur le marché. Et que on n'a pas besoin de moi sur ce terrain-là. Voilà. Justement, comment tu choisis un projet? Qu'est-ce qui te fait partir dans un truc à fond? Parce qu'on sait bien que tu pars à fond quand tu pars. Oui. Écoute, je peux te raconter Poupi, ma dernière nouvelle, ou tu vois, oui, Poupi, par exemple. Elle était à The Voice, mais je ne l'avais pas vue. Je l'ai vue avant The Voice. Voilà.
Elle avait signé pour The Voice, mais on s'est vu en octobre alors que l'émission était diffusée en janvier. Je la rencontre, on parle 3 heures et on s'adore. On sent qu'on a la même sensibilité, mais elle ne veut pas écrire en français. Elle n'a jamais écrit en français. Elle a écrit en espagnol, en anglais, en machin. Moi, j'aime la langue française, j'aime le texte, donc j'aime les mots aujourd'hui. Et puis, j'ai fait beaucoup d'inter. J'ai plus envie d'en faire comme avant, ça c'est sûr. Et donc, Poupi, je lui dis, envoie-moi des bouts de trucs, il faut que tu écrives en français, il faut que tu essayes, il faut que tu essayes. On s'est revus, elle voulait toujours pas. Et en janvier, boum, je reçois 1 minute sur mon WhatsApp. Et là, c'est son titre, ça me dérange. Et là, je lui dis, allez, on y va. Donc, en fait, il y a la personnalité. Et tout à coup, les 4 mots qu'elle m'avait posés sur 1 minute, où là, je me suis dit, c'est une très grande, elle a tout. Et j'y vais pour une grande durée de ma vie, en tout cas. Parfois, Aurélie, ça peut être une chanson que je reçois parce que tout ce qu'on m'envoie, j'écoute et je réponds à tout le monde. Ça, c'est très important. On parle d'éducation. Hein. Le métier, malheureusement, répond peu. Voilà, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Donc, tout ce que je reçois, j'écoute. Et puis, parfois, je vais demander un rendez-vous parce que là, je trouve qu'il y a un truc hyper atypique, tu vois. Donc, voilà, ça se passe comme ça. Ou alors, je vais démarcher les nouveaux. Je vais les chercher en studio. J'ai parfois des idées précises de ce qui manque dans mon roster parce que je fais hyper attention, comme je faisais chez Columbia. Je n'ai pas 2 artistes qui se ressemblent. Alors moi, je ne fais pas de choix de Sophie parce que c'est impossible de faire ça. Donc, je n'ai pas 2 artistes qui se ressemblent, qui sont sur les mêmes créneaux, ni rien, aucun. Donc, moi, ça, c'est vraiment un travail qui me prend beaucoup de temps. C'est trouver mes prochaines pépites. Voilà. Ça me prend 30% de mon temps aujourd'hui. Je rentre les artistes chez VM Team, je les découvre. Donc après, j'ai des producteurs qui m'appellent, le métier me connaissant. Ils sortent un truc, ils m'appellent, donc j'écoute jusqu'à ce que tout à coup, j'ai une évidence et je me dis, ben voilà, cette fille ou là, mon petit dernier, c'est un artiste de Montpellier qui n'est pas encore connu, qui s'appelle Vaille, qui m'a poursuivi pendant 1 an. Et je lui faisais refaire des choses sur ses chansons. Et il s'est accroché, il a un talent incroyable. Et bien, au bout d'1 an, je lui dis, on signe. Voilà. Après, sur les gens connus, c'est vrai que j'ai aussi beaucoup d'artistes connus qui m'appellent pour que je travaille pour eux. Hein. Et dans ce cas-là, je les rencontre. La plupart du temps, je les connais déjà. Et là, ben, je ne te dirai pas pour qui, mais ça m'arrive très souvent de dire non à des gens connus. Parce que je pense que je ne peux pas leur apporter plus que ce qu'ils ont à côté, parce que c'est moins un challenge, tu vois, de récupérer un grand nom, sauf s'il est en chute. Dans ce cas-là, il faut remonter le truc, ça m'intéresse. Mais un grand nom qui vend, qui cartonne, bon, super, mais pour moi, c'est moins un challenge que de trouver un nouveau et de le faire connaître. Et mon métier pur, pour moi, c'est ça. Ma base de métier, c'est la transmission, c'est d'un inconnu en faire quelqu'un de connu et de recommencer à trouver des inconnus pour les rendre connus. C'est le plus dur de ce métier et en même temps, c'est ce que je préfère. Les artistes avec qui tu bosses en ce moment, c'est qui? Alors, cette année, par exemple, alors, avec qui tu vas sortir? Alors, je vais te le dire. Bon, cette année, j'ai revu ma stratégie d'entreprise comme tout le monde parce que le confinement, au-delà de toutes les dates de concerts qui se sont annulées, tout ça, a repoussé beaucoup de sorties. Et je considère que cette année, moi, de mon roster, je ne dois sortir que des marques. Mais des grosses marques, pas des marques moyennes même. J'ai des marques moyennes. Tout ça, c'est pour l'année prochaine. Il y a trop de sorties. Je ne veux pas fracasser un album où on a mis tellement de temps déjà. Tu vois, on a réussi à faire quelque chose. Donc, cette année, je n'ai que 5 sorties. Donc, Ariel Dombal, le 19 juin, avec son rocker Nicolas Kerr. On est sur un créneau très spécifique. On a une tournée à venir, etc. Ariel, avec le nom qu'elle a, la présence en médias, elle peut porter une sortie le 19 juin. Ensuite, j'ai Dany Briand qui chante Aznavour avec l'accord de la famille, un duo avec Katia qu'on va sortir le 23 octobre. Donc ça, c'est même 2 grandes marques qui se réunissent pour un concept. Ensuite, j'ai trouvé de nouveaux prêtres parce que bon, je connais donc, je suis la seule de ce marché à travailler à ce point le milieu catholique et à cartonner autant.
Je cherchais de nouveaux prêts depuis des années. Je les ai enfin trouvés. Et on fait donc tout un album à venir qui sort en novembre. J'ai aussi un album donc, de Vincent Niclot. Et puis, j'ai en fin d'année des petits chanteurs à la Croix de Bois qui chantent Noël. On est dans ce que j'appelle, c'est de l'artistique, mais c'est du mass market. On pub en télé, on est visible, on est connu et on ne se fera pas écraser par tout ce qui sort. L'année prochaine, normalement, j'ai 10 à 12 sorties par an, Aurélie. D'accord. Voilà, donc cette année, j'en ai fait une en janvier, j'en aurais fait la moitié, mais par choix et par stratégie pour ne pas faire de tort. Moi, je ne suis pas comme un label aujourd'hui à me dire si je ne sors pas, je n'ai pas mon chiffre et je ferme, tu vois. Donc, je sors vraiment au meilleur moment. Quand on a signé Tal, on l'a amené chez Warner, on a décalé 3 fois l'album et ça a été le succès qu'on connaît. Donc, voilà, c'est vraiment du sur-mesure, quoi. Justement, comment on travaille un artiste en développement, un tout petit artiste pas connu, là encore dans son tout petit œuf en 2020, ouais. Comment ça se passe? Bon, aujourd'hui, un artiste en développement sans viral ne peut pas démarrer quoi que ce soit. Donc, la viralité, le plan viral, les rendez-vous réguliers, les contenus, moi je commence toujours par ça. Et pour ça, je suis complètement à la stratégie urbaine. Tous mes artistes de pop ou de chansons mettent en exergue avant une sortie d'album au moins 3 clips, 3 titres à la rap. Donc moi, j'ai tout de suite réétudié ma façon de travailler et ramené l'expérience urbaine qui cartonne à mes artistes pop et de chansons. Donc, je commence par ça. Donc, un inconnu aujourd'hui, par exemple, Vaille. On a donc finalisé 3 titres. On fait 3 clips et je commence à poster le premier clip en juillet, rendez-vous en août, rendez-vous en septembre. Et ensuite, je fais monter les vues avec de la promo, bien sûr de la sponsor, du partage entre artistes. Moi, j'ai une famille d'artistes, tout le monde s'entraide. C'est-à-dire que Lola Dubini, qui est très virale, elle va aller aider Vaille aujourd'hui. Donc, tout ça, ça m'aide en viralité. Joy Jonathan, qui est très virale, elle va aller aider Vaille parce qu'elle-même, à l'intérieur de mon roster, on les a aidés. Ça, c'est ma philosophie aussi qui est très importante. Les artistes sont tellement isolés, tellement seuls, que moi, j'ai voulu recréer une famille d'artistes, mais comme Columbia, hein, tu t'en rappelles, on faisait nos après-midi Columbia avec tous nos artistes qui venaient, tous les médias étaient là, enfin voilà. Et donc, chacun fait des choses ensemble, d'où Lola Dubini qui a écrit avec Joy, c'est formidable. J'étais avec L2 hier soir, je veux qu'elle continue encore à faire un duo, parce que cette rencontre de femmes, elle a vraiment du sens. Voilà. Donc, sur un inconnu, de toute façon, il faut être viral. Donc, le son de ta production doit aussi coller à la viralité, et ça, il n'y a pas de miracle. Quand tu regardes le stream et tout le reste, la première artiste pop en stream, c'est Angèle, 156e. Avant, ce n'est que du rap et de l'international. Donc, Vaille aujourd'hui a un style l'homme pâle, mid-sizer. Donc, je fais une stratégie de lancement viral. Ensuite, je vais le signer. Je vais aller démarcher deux labels que je connais très bien, deux labels indépendants pour le signer. Voilà, chacun de mes artistes aussi a un label qui lui convient ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Lola Dubini est en distribution Sony, Vaille va être en indépendant, Poupie est chez Mercury. J'ai pas un seul artiste, tous mes artistes sont totalement éclatés parce qu'en fait, chaque label et profil correspond aussi à leur création. C'est très intéressant en tout cas. Selon toi, qui a des artistes depuis très longtemps, quelles sont les plus grandes qualités d'un artiste qu'il faut avoir? La tête sur les épaules et l'humilité. On va commencer par ça, parce qu'autrement tu ne dures pas. Les plus grands artistes internationaux, que ce soit Rulio, tous ceux avec qui j'ai travaillé longtemps, Bruce Springsteen, 20 ans, ont une approche humaine, une approche où il reste des gens normaux qui ont fait leur durée, au-delà bien sûr de leur talent, leur créativité. Ça, c'est vraiment autre chose encore. Et puis, le travail.
Moi, mes artistes travaillent beaucoup, 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 comme moi hein, d'ailleurs. Aujourd'hui, un artiste ça travaille soit trop, soit il fait rien. Il n'y a plus de milieu là où tu fais un peu là, des petites tournées. C'est fini tout ça. Donc c'est beaucoup ou rien. Et beaucoup, Aurélie, toi qui as été artiste et qui l'est encore, quand tu travailles beaucoup, tu dors pas, tu te lèves tôt, tu as les séances photo, tu as la promo. Et donc c'est beaucoup. Donc moi, je demande à mes artistes un esprit de travail très très fort. Très fort. C'est du 12-14 heures par jour. De l'humilité, de l'humanité aussi avec les autres. Et puis de l'ouverture. Parce qu'il faut être ouvert au nouveau marché, comprendre les règles, au nouveau son, essayer des choses, aux collaborations. Parfois, quand tu écris un texte, bah, tu te rends compte que si on te met en face quelqu'un, il sera meilleur ton texte. C'est pas pour splitter les droits, tout ça, parce qu'en fait, les gens réfléchissent trop à l'envers. Moi, la création, je pense jamais au split de rien du tout quand je mets les gens ensemble. Je pense à ce qui va en sortir. Et après, on discutera du split, on s'en fout. Enfin, je veux dire, le split représentera une réalité, mais donc c'est ça. Ouverture, tu vois, voilà. Donc c'est beaucoup, hein, je leur demande beaucoup. Mais ils me demandent beaucoup aussi, je peux te dire. Justement, j'allais parler de relations maintenant. Parle-moi un petit peu de la relation femme à femme ou femme à homme quand on s'occupe d'artistes, justement. Est-ce que c'est différent de s'occuper en tant que femme d'une femme ou de s'occuper d'un homme? Alors, moi, j'ai jamais fait de différence dans mon attitude, parce que je suis toujours la même partout. Je te parle à toi comme à Céline, comme à Bruce, comme à tous ces... Enfin, voilà, faut être unique dans la vie, il faut être juste une, tu vois. Mais de mon expérience, être une femme auprès de grands groupes de rock, auprès de grands songwriters, auprès d'hommes qui sont entourés que d'hommes, quasiment, est un atout. J'ai travaillé pendant plus de 10 ans avec Aerosmith, les 5. Je peux te dire que la première fois qu'ils sont arrivés à Paris, ils ne m'ont pas adressé la parole et c'était une femme qui les manageait, elle ne voulait pas que je leur parle. Qu'au bout de 3 ans, je les emmenais prendre un café au lait à Montmartre, qu'on allait aux Invalides voir les armes parce qu'ils en sont fans et que je bossais toujours avec eux pour leur expliquer le plan, le machin. Et en fait, là, j'ai senti au bout de 2-3 ans, après qu'ils m'aient testé, qu'être une femme, ça apportait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai senti. C'était Steven Tyler, par exemple. Il était assez dur dans ses relations avec les gens et tout ça. Et moi, au bout de 3 ans, quand il a vu le travail que j'ai fait, il m'a adoré, présenté sa femme, je me suis occupée de ses enfants, les envoyer à Disney, je m'occupais après de tous leurs trucs personnels, parce qu'ils me le demandaient. Quand ils venaient à Paris, pareil, Bruce, il venait, on allait se promener, manger à Pigalle, tout ça. Donc, moi, tout ça, j'ai jamais rien demandé. Hein. Je n'ai fait que mon travail, tu vois. Et avec les hommes, moi, j'ai senti qu'être une femme, en ayant vérifié que tu étais une grande professionnelle, eh ben, c'était plus simple. Les femmes, écoute, les femmes, c'est toi, c'est moi. Il y a autant de connes que d'intelligentes. Hein. Les femmes jalouses, je les déteste. Voilà, moi, j'avais 28 femmes dans mon label. Elles s'entraidaient, elles se boostaient à être belles. Moi, quand une femme est belle, je suis contente de ce qu'elle... Et je lui dis, tu es belle, et elle me représente quelque part, tu vois. Et je trouve ça, Aurélie, c'est la bêtise de la femme. La femme est encore trop contre la femme, jalouse. Bon, c'est ce qui fait que la réunion des femmes, qui ferait une force exceptionnelle, n'existe pas encore vraiment aujourd'hui. Donc ça évolue, ça avance, tant mieux, tant mieux. Mais la femme, avant de dire l'homme est macho, qu'elle regarde, qu'elle se regarde, qu'elle s'observe avec les autres femmes, et c'est le premier pas à faire, tu vois. Voilà ce que je pense. L'une des plus belles choses que ta carrière t'ait apportée? Voilà. J'ai tellement de moments magiques, Aurélie. J'ai tellement de moments magiques. Alors, je dirais quand même... Et tu peux en rencontrer plusieurs, hein? Ouais, bah, je vais résumer sur un truc. J'ai rencontré des êtres extraordinaires. Voilà. Leonard Cohen, Idir, tous mes artistes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rencontré des êtres extraordinaires.
Voilà, ça a été, je pense, le, le- la chose la plus impactante en fait, de rencontrer des gens. Puis alors, surtout des gens qui n'étaient pas artistes avec moi, enfin, ils n'étaient pas en mode comédien. J'ai rencontré l'artiste et les personnes. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que c'est ça en fait, la plus belle chose. L'une des anecdotes les plus drôles que tu aies vécues? Elle n'est pas drôle, mais je vais te la raconter. Écoute, donc la première fois que Bruce vient tout seul à Paris avec son garde du corps, il m'appelle, on va dîner à la Coupole à, à Pigalle, là, et puis après je lui montre Montmartre, enfin on traîne jusqu'à 2 heures du matin. Et puis on parle du Vietnam parce que tu sais bien que Born in the USA a été mal compris, c'était terrible en fait ce double sens que les Américains ont donné à sa chanson, et on parle du Vietnam. Et moi, tu sais, j'ai beaucoup voyagé en Asie, toute seule, en sac à dos, je suis allée beaucoup en Asie, j'adore l'Asie. Et du Vietnam, j'y suis allée en 90 quand ça avait rouvert. Et j'avais ramené dans mon sac à dos une bouteille de serpent, qui est en fait là-bas un produit médical. Donc une bouteille assez grosse avec une dizaine de serpents enroulés avec de l'alcool de serpent, d'accord, que tu achètes dans des trucs pharmaceutiques là-bas. Mais moi, j'ai trouvé qu'en décoration, le truc était assez incroyable. Et tout à coup, je parle de ça à Bruce, qui me dit, oh, mais c'est incroyable ton truc. Et je lui dis, mais tu veux goûter? J'habite à côté. Et donc, il est venu chez moi dans mon petit studio au 4e étage. Le garde du corps était porte ouverte. Je me dis, pourquoi il ne ferme pas la porte? Parce qu'en fait, moi, je n'avais pas pris conscience que j'emmenais un tel. Bon, bref, moi, je m'en fichais il a goûté donc mon alcool de serpent. Le lendemain, il arrive à Londres. Il s'était sorti de son nouvel album. Et donc, il y avait tous les PDG, parce que moi, je n'étais pas invitée forcément, que les PDG qui étaient là pour écouter le nouvel album de Bruce, qui venait à la fin dire 3 mots, hein, et saluer à peine. Et là, il vient à la fin et il raconte sa soirée. Alors, je t'explique. Mon PDG de l'époque, que j'adorais, Paul-René Albertini, m'appelle et me dit, sympa ta petite soirée avec Bruce hier soir? Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu... Enfin, ouais, on a dîné, enfin... Non, mais c'est sympa, il l'a raconté à tout le monde, devant tout le monde entier, devant tous les PDG. Il était tellement content de sa soirée. Eh bien, Aurélie, j'ai manqué de virer pour ça. Tu avais dépassé une limite. Voilà. Sony New York, ils ont manqué de me virer. Et après, Bruce, comme je commençais à bien le connaître et tout. Alors, c'est sympa comme anecdote. Et en même temps, tu vois, c'est bizarre. Hein, mais Et en même ça, je m'en souviendrai toujours. Hein. Ça nous montre qu'on est toujours malheureusement condamné à suivre des espèces de règles sociales et de distanciation dont on n'a jamais autant parlé en ce moment d'ailleurs. C'est vrai. À tout niveau. Alors du coup, tu Ouais. parlais justement du PDG aux États-Unis. C'est quoi la différence entre, tu dirais, toi, entre la culture américaine et la culture française, toi qui bosses un peu des deux, sur les deux continents? Alors, il y a un truc de yes, we can. Moi, je suis comme ça. Tant que j'ai pas essayé un truc, je vais pas dire que c'est pas possible. Moi, je suis d'une positivité féroce, tu vois. Les Américains ont ça. Yes, we can. Beyoncé, tiens, tu veux faire un truc avec un tel? À l'époque, elle n'était pas connue. Wyclef, quand il a fait Destiny Child. Yes, we can. Ils ont appelé Wyclef. Il a dit oui, le mec. Bon, mais nous, moi je suis une fille qui ose demander, poser la question, parce que c'est oui ou c'est non, tu vois. Donc, les Américains ont ça, vraiment. Ensuite, les artistes ont plus de talent que les nôtres parce qu'ils sont plus formés. T'as pas une gamine qui sait pas chanter parfaitement, danser parfaitement, acter parfaitement. Elles ont 13 ans, 12 ans, 4 ans. Il y a un niveau d'entraînement là-bas qui fait que très tôt, beaucoup plus tôt que nous, si elles veulent se projeter dans une carrière comme ça, je vais te dire, Beyoncé, elle a chanté dans les églises, les gospels, les machins, elle a dansé, elles ont fait une tournée en université Destiny Child en s'entraînant jour et nuit pour danser. Enfin, il y a quand même un truc qui est plus fort en termes de niveau de compétence et de l'âge. Une gamine de 12 ans française n'aura pas les talents d'une gamine de 12 ans aux États-Unis. Ça, moi, je l'ai vécu régulièrement et je le vois encore en différence, tu vois. Après elles n'ont pas en France. C'est vrai qu'en France, on a peu de possibilités. Moi qui ai toujours, par exemple, aimé l'art dans sa globalité, quand tu habites à la campagne, notamment, tu n'as pas vraiment de possibilité
de vraiment apprendre, à part les conservatoires. Mais bon, il n'y a pas d'école comme aux États-Unis, il peut y avoir effectivement, avec des C'est formations ça, de fou. Ouais. c'est dommage. Ensuite, la grosse différence entre les États-Unis et la France, c'est que quand tu fais un plan de lancement pour les États-Unis, c'est le monde. Alors que la France, c'est pas grand-chose dans l'univers du monde. Donc en fait, ta façon de réfléchir, et c'est ça qui m'a apporté beaucoup, c'est que un lancement aux États-Unis, c'est une vision sur 2 ans. Parce que le temps que tu fasses le tour de ton territoire, il se passera 1 an et demi, et puis tu n'auras même pas attaqué l'Asie, tu ne seras même pas venu en Europe. Donc en fait, si tu veux, la distance du pays, les États qui sont tous différents, c'est 53 pays, hein, c'est pas du tout un gros truc là. Pour le coup, le Texas, tellement différent du New Jersey, de Los Angeles, de tout ça, fait que eux, leur territoire, c'est déjà le monde. Donc, ils pensent à 2 ans. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mes artistes savent tous ce qu'on fait dans les 2 ans à venir. Voilà, ça c'est ma vision, et ça j'ai appris ça des Américains. Et on n'a pas ça ici en France, parce que les labels, ils ne savent même pas ce qui sort dans 3 mois. Non, je rigole, mais presque parfois. Que penses-tu de l'évolution justement du milieu artistique ces 20 dernières années? Alors, je pense que le net a du bon et puis a du mauvais aussi, parce que aujourd'hui, donc, tu es libre de mettre ce que tu veux sur YouTube, enfin quasiment. Donc, tous les créateurs peuvent balancer leurs morceaux, d'accord? On en est d'ailleurs dans le monde, tu sais, il y a 30 000 titres par jour sur Spotify, que sur Spotify. Donc, t'imagines le nombre de créations, bonnes ou mauvaises, je ne porte pas de jugement, mais en fait, ça a démultiplié le nombre de créations. Le problème, c'est de trouver les bons. C'est-à-dire que comment tu peux faire grossir tout ça ou sélectionner quelqu'un dans tout ça? Alors, si l'approche, c'est de dire, quand je vais sur YouTube, il y a un gamin fait 5 millions de vues, il m'intéresse, là, je trouve ça dommage. Et je trouve que les labels fonctionnent beaucoup comme ça. Je vais dans des studios d'enregistrement, il y a quasiment plus de DA. Il n'y a que moi avec les créateurs. Et ils sont où? Ils sont derrière leurs ordinateurs. Alors moi, je suis pas pour ça, et autant je me sers de cet outil, autant je vois aussi le danger que ça peut représenter. Et sur un clip, tu sais pas le charisme, enfin tu peux remarquer qu'il y a du charisme ou pas, mais dans une rencontre, tu sais. Dans une rencontre, tu sais qui est la personne en face de toi, tu vois. Donc l'artistique, comme ça, je trouve ça triste. Voilà, si on faut attendre de faire 5 millions pour être identifié, c'est dommage. Ça a mis de la distanciation, comme tu disais. Les DA, il y a peu, maintenant, font de moins en moins de rendez-vous. Voilà, donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Et après, ça limite en plus le choix, puisque ceux qui consomment sont des gens plutôt de 13-18 ans. Donc, moi, j'ai une fille de 15 ans, je vois très bien, depuis qu'elle a 10 ans, ce qu'elle aime. Hein, c'est que de l'urbain, et puis c'est normal. Hein. Donc, en fait, la toile aussi limite la création. Voilà. Céline Dion ne serait jamais sortie aujourd'hui, Aurélie. On n'y serait pas arrivé, tu vois. Ça serait quand même dommage. Donc, voilà. Donc, je pense que du coup, on rate des gens. Puis il y en a trop à des moments. Et puis si le critère c'est de faire 5 millions de vues, bon, moi ça ne m'intéresse pas du tout et je trouve ça dommage. Si tes enfants te disent un jour, maman, je veux faire de la musique, c'est quoi ta réponse? Eh ben tant pis pour vous. Tant pis pour vous mes amours, mais je vais vous accompagner. Je vais faire au mieux pour vous et je vais vous accompagner parce que j'accompagne mes enfants dans ce qu'ils sont et je suis tellement heureuse de voir comment ils grandissent aujourd'hui sans papa, enfin tu connais ma situation, donc du coup 13-15 ans, c'est pas le cas. Donc aucun de mes enfants ne veut faire ça. Ils voient que maman travaille beaucoup. Attention, ils ont presque tout le mauvais côté de la musique chez moi. Quand je rentre chez moi, je ferme ma porte et je ne travaille pas, moi. Je suis maman. Mais j'explique ce que je fais, donc on en discute. Ma fille est venue 2 fois une semaine faire un stage. Elle voit très bien le travail que c'est.
Et voilà, donc s'ils veulent ça, ben déjà, il faut savoir chanter, parce que si tu ne sais pas chanter, même avec des cours de chant, il faut rester chez toi, enfin, tu vois, il faut tout ça. Et puis ensuite, moi, si demain, quel que soit le métier qu'ils voudront faire, je les accompagnerai parce que je trouve qu'on passe 80% de son temps au travail, il faut aimer ce qu'on fait. Il y a trop de gens qui n'aiment pas ce qu'ils font. Et j'espère que pour mes enfants, au moins, et quoi qu'ils fassent, si mon fils est un bon boulanger, je serai tellement fière que ma fille fasse ce qu'elle veut, mais qu'elle soit heureuse dans son métier. Effectivement, je pense que c'est une bonne maman qui a les bonnes paroles. La chanson qui, dans ta vie, t'a le plus marqué? Alors, dernièrement, je peux te... Enfin, oh, la chanson qui m'a le plus marqué, j'en ai... Écoute, dans les dernières années, ce qui m'a le plus marqué, ça a été Encore un soir de Jean-Jacques pour Céline, parce que je rentrais de Las Vegas, que René était en train de mourir et que je lui ai demandé pour René et quand j'ai reçu cette chanson, ça m'a voilà, René, ça a été pour moi mon parrain, ça a été mon maître, c'est lui qui m'a formée vraiment, c'est René Angélil, tu vois, qui m'a tellement construite. Donc voilà, cette chanson marque une fin de collaboration. Pour moi, c'est la plus belle chanson de passation de mort. Jean-Jacques, il a fait Pour que tu m'aimes encore, la plus belle chanson d'amour, et il aura fait la plus belle chanson de passer au-delà et d'aller au ciel, quoi. Donc, c'est celle-là, j'ai envie de te dire. Mais pour ces raisons-là, tu vois. Si un artiste, justement, on parle de gens qui sont partis, si un artiste pouvait revenir parmi nous juste là, 5 minutes pour chanter pour toi, ce serait qui? Dire. Quelle chanson, par exemple? Oh, ben, il me ferait sa comptine. Moi, celle que je préfère, c'est Zwitserhuit. Parce que c'est la chanson des concerts, que tout le monde danse, que tout le monde crie, que c'est tellement chouette. Mais bon, non, je lui demanderais ça à Vava Inuva, parce que ça sera toute ma vie aussi. Mais j'ai pu lui dire au revoir, donc c'est pas la peine qu'il revienne. C'est important, ça. Ça, c'est le plus important. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive encore de douter dans ton métier? Ou bien sûr, heureusement, tout le temps. En fait, c'est pas de douter, Aurélie, c'est pas tout à fait le mot que j'emploierais, c'est la remise en question. J'ai des visions qui me tombent un peu. Non, toi, t'écris, tu es la page blanche, toi, tu es créatrice. Tu prends ton stylo, t'écris. Moi, je ne sais pas écrire. Je peux écrire un mot, je ne sais pas composer une musique. Par contre, ce qui tombe en moi, un peu comme les artistes, et je me rends compte vraiment c'est ce que je vais faire avec vous. Je peux écrire un plan de lancement, ça tombe en moi, les actions, les idées, voilà, vous m'inspirez tellement que ça tombe comme ça. À partir de ça, je remets tout en phase d'une façon très rationnelle, mais je me repose toujours les questions, y compris avec mon artiste. Le soirée de lancement, vraiment, est-ce qu'il faut la faire là, à telle date, et pourquoi? Est-ce qu'on aura assez de gens? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est assez riche? Donc ça, c'est très important, c'est la remise en question de tes actions de façon régulière pour de toute façon les mener à bien. C'est pas pour annuler, parce que moi je suis pas quelqu'un qui annule, j'y vais, je fonce. Hein. Je suis un bulldozer comme m'appelait Paul René d'ailleurs. Mais il faut se poser des questions tout le temps. Ça me rassure. C'est comme ça qu'on est bonne, moi je crois aussi. Ceux qui ne se posent pas de questions, ils sont nuls en fait. Ils pensent tout savoir. Personne n'a la science infuse. Hein. Donc non, ben non. Quel est ton conseil pour les jeunes artistes qui nous regardent là maintenant en train de parler et qui veulent se lancer? Qu'il faut absolument poursuivre ses rêves. Si on a ça si tu as ça en toi d'être artiste, tu le deviendras. Voilà ce que je crois. Alors, ce sera plus ou moins facile, mais quand tu le veux vraiment, ben, tu vas te battre pendant des années, tu vas ramer, on ne fera pas attention à toi. Puis peut-être qu'un jour, heureusement, quelqu'un aura l'œil et se dira, tiens, et l'expérience accumulée avant en plus sera très enrichissante, mais de continuer. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un artiste qui va aller faire un autre métier et qui du coup aura une frustration et un mal-être toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Non, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie de faire.
Et toi, Valérie Michelin, c'est quoi ton prochain rêve? Ah, mon prochain rêve, c'est d'avoir une troisième vie. Voilà. Moi, j'ai eu 2 vies, j'ai envie de dire, jusqu'à j'ai eu donc ma vie d'étudiante avec mes parents, super, jusqu'à ce que je commence en gros chez Sony. J'ai eu ma vie de femme de musique, voilà, que un jour je vais arrêter et tout arrêter, voilà. Et puis j'aurai ma troisième vie parce que j'ai envie, j'ai plein d'envies. Je veux reprendre la danse classique. Je veux repartir en sac à dos en Asie. J'ai déjà emmené mes enfants l'année dernière comme ça, mais je veux repartir et avoir du temps pour moi. Je veux lire. J'adore lire et je n'ai pas le temps de lire. Je voudrais aller au cinéma, mais pour connaître mon métier aujourd'hui, je ne fais que la musique. Rien qu'écouter ce qui sort, regarder. Je n'ai pas le temps d'avoir d'autres activités. Donc, je me suis donnée à 150% dans la musique. Ma troisième vie va être pour moi, avec mes enfants qui vont grandir, l'homme que j'aime, et puis surtout, une vie un peu de routarde, sur une péniche, simple, parce que de tout ce que j'ai vu, de tous les gens riches, de tout, en fait, c'est formidable. Moi, j'ai besoin de rien. J'ai presque trop de luxe. Voilà, on a mangé plus que tout le monde. J'ai conscience en tout cas de la chance que j'ai, de la chance que mes enfants ont, rien que d'être nés en France, mon Dieu, quel bonheur. Et donc j'aurai une troisième vie qui sera la mienne, celle-là, peut-être moins créative sûrement que la deuxième, mais en tout cas dont j'ai envie. Merci beaucoup Valérie. Je vais te quitter parce que chez nous, il y a un orage qui se prépare et je voudrais pas que ça coupe toute notre conversation. Merci à toi Aurélie. Merci infiniment. C'était un De réel rien. plaisir. À très bientôt. On se parle. Bisous Aurélie, bisous. Au revoir. Merci.